Le corps se renouvelle en permanence et qu'il ne faut pas s'habituer à des douleurs, il faut chercher la solution, soigner vos cicatrices, Pourquoi arrêter vous de restez souffrir. avec ça? Oui, c'est ça. Ouais. Faut pas rester bloqué. C'est comme si on restait avec un boulet à la patte, quoi. Donc de ce fait, on est un peu suspendu à ce crâne. Et j'explique souvent aux patients que c'est un peu la commande du marionnettiste. Donc s'il y a quelque chose qui bloque dans la commande du marionnettiste, forcément, la marionnette ne peut pas faire tous les mouvements. Pour moi, j'ai l'impression de travailler sur le futur, quoi. Quand je travaille sur un bébé, une femme enceinte, c'est énorme. Tout le potentiel est là. Il faudrait que la société les aide à avoir plus de temps libre. Bienvenue, merci d'être avec nous. Nouvelle rencontre avec mon invité, Geoffrey Janier-Dubry, installé sur les canapés. Bonjour Geoffrey. Bonjour Marc. À la fraîche. Merci d'être là, vous êtes ostéo. Mais alors, évidemment, on va se dire, tout le monde a plus ou moins connaissance de l'ostéopathie, de près ou de loin. Tout le monde a peut-être déjà eu au moins une séance chez un ostéo. Sauf que vous avez une approche de l'ostéopathie qui est assez singulière, qui fait d'ailleurs votre spécificité, et notamment au travers d'une chose, les cicatrices. Et oui. Entre autres, évidemment. On va en parler. Et vous dites, et on a choisi d'ailleurs le titre de l'émission en fonction de vos propos dans la fiche de production, vous dites « Nos cicatrices renferment une partie de notre santé ». Si on prend littéralement cette phrase, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'ostéopathie, en fait, pour l'ostéopathe, la vie, c'est le mouvement. Et une cicatrice, ça va être une callosité, ça va être quelque chose de dur qui va se mettre sur le corps et qui va empêcher le mouvement. Et donc, si on redonne du mouvement à cette cicatrice, ça va être toute la santé qui va en bénéficier, en fait. Quel que soit l'endroit où elle se trouve? Quel que soit l'endroit où elle se trouve, oui. Il y a même des cicatrices de dents de sagesse, par exemple, qui peuvent créer des contraintes à distance. Et je pense qu'on en parlera plus tard, mais toutes les cicatrices sont importantes, même les fractures des os. On oublie, mais en fait, après une fracture, il y a une cicatrice sur l'os. Exact. Et l'os a une dynamique. Il est malléable, il peut se déformer, mais moins bien une fois qu'il y a eu une fracture. Comment est-ce que vous en arrivez à ce constat? Avec l'expérience de cabinet. Il y a des collègues aussi qui m'ont appris, quand j'étais à l'école, à soigner les cicatrices. C'est vrai qu'à l'époque, on n'était pas forcément évalué dessus, donc c'était pas un cours qu'on travaillait tant que ça, quoi. Mais après, avec des patients qui revenaient, améliorer un temps, et avec des rechutes, avec des douleurs qui reviennent, je me mettais à chercher qu'est-ce que ça pouvait être. Et il y a eu des cas, par exemple, de lumbago à répétition, où il y avait un lien avec une cicatrice d'appendicite, par exemple. Là, ça apparaît assez logique, hein, la cicatrice d'appendicite dans le bas du ventre. Un lumbago, c'est le bas du dos qui coince. Et en fait, ce point fixe dans le ventre, il était compensé dans le dos. En fait, comme si ce point fixe nous tirait la personne en avant et que les muscles du dos devaient se contracter pour le garder droit. Alors, c'est vrai que quand on y réfléchit maintenant, on se dit évidemment qu'il peut y avoir un lien, notamment avec le problème des cicatrices, et surtout post-opératoire, quand vous vous retrouvez et que vous avez de la rééducation à faire après une opération chirurgicale, inévitablement, il y a une cicatrice. Oui. Donc, on se dit, on va retravailler, par exemple, cicatrice du genou, les ligaments, ou éventuellement, peu importe, sur la partie de la jambe ou la jambe inférieure. Quand il y a cette opération, il y a une cicatrice et il y a une rééducation derrière. Donc, on retravaille sur la cicatrice, pour le coup. Oui, alors après, la rééducation, elle va travailler assez globalement pour permettre de rééduquer la personne dans son entier. Il n'y a pas forcément un travail systématique de cicatrice. Tout ça, ça va dépendre du chirurgien. Il y a des chirurgiens qui considèrent que ça va, quoi. Leur cicatrice, elle est belle, elle n'a pas réagi, elle n'est pas kéloïde, c'est bon. Il y en a d'autres qui vont dire, attention, il faut bien travailler la cicatrice, hein. Chacun a sa spécificité, chacun a ses croyances, en fait. Et moi, je pense que systématiquement, cette cicatrice, il faut qu'elle soit bien soignée par le rééducateur, donc le kiné souvent, mais aussi par le patient lui-même. Il va falloir qu'il la masse, il va falloir qu'il la caresse au début, qu'il attende un mois, hein, que tout soit bien cicatrisé, que le chirurgien l'ait revu et lui donne le feu vert pour votre cicatrice, elle est bonne, on n'a plus besoin de se revoir. C'est là que les rééducateurs, donc les ostéos, kinés ou le patient lui-même peut commencer à travailler sa cicatrice. Alors, vous avez fait des études d'ostéo. Ouais. Vous avez aussi beaucoup œuvré dans le milieu du sport, parce que vous en avez fait beaucoup, de votre côté, entre la course à pied, le roller, le snowboard, le skate, le tennis, etc., etc., avec, j'imagine, des petits accidents. Oui, quelques-uns. Ouais, quelques-uns, ouais. Et donc des cicatrices. Oui, plusieurs, et des fractures.
Et une fois en vélo, j'ai fait un soleil où je me suis retrouvé vraiment la face la première. Donc j'étais vraiment défiguré avec le nez, le menton, tout enflé. Et après, j'ai eu un traitement orthodontique. Et quand on a enlevé les multibags, alors il y a cette déviation qui est apparue à ma mère tout de suite dans la salle d'attente. Vous imaginez ma mère avec son fils qui a le visage de travers, quoi. C'était la cata, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Et ben, elle m'a emmené chez un ostéopathe qui a beaucoup travaillé sur les os de la face. Et en fait, il se trouve qu'à ce moment-là, moi, j'avais du mal à m'endormir, des problèmes de sommeil. Et systématiquement, sous ses mains, avec ses mains posées sur mon visage, je m'endormais toujours, quoi. Ce qui fait que les premières séances, j'étais un peu circonspect. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a fait pendant que je dormais? Et en fait, après, je me suis aperçu que ça m'a vraiment permis de mieux dormir et donc d'avoir un effet vraiment très global sur tout le fonctionnement de mon corps, quoi. Comment est-ce que vous en arrivez aux études d'ostéo? D'ostéo, alors j'ai eu mon bac, je savais pas trop quoi faire, je savais que je voulais étudier le corps humain. Ma sœur avait fait médecine, alors je me suis dit je vais faire médecine. Alors bon, c'était pas du tout pour moi. Les cours de droit où on n'est plus un monsieur et un docteur, ça m'a un peu effrayé. Et puis après, honnêtement, j'avais pas la capacité à valider cette année. Et puis j'avais lu un peu de psychanalyse, tout ça, donc je m'étais dit que j'allais faire psycho. Plein de choses intéressantes en psycho, mais bon, quand on a 21 ans, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour des personnes qui ont 50 ans? Comment les aider? Et puis, en médecine, j'avais étudié l'anatomie, le corps humain, et ça m'a vraiment fasciné. Et donc, c'est comme ça que je suis retourné après un doc de psycho en ostéopathie. Un grand merci à mes parents pour leur patience et leur soutien. Où, voilà, je me suis dit, soigner avec les mains, bon, c'est quand même dingue. Et puis, c'est là-dedans, en fait, que je me suis remémoré après. Les expériences avec l'ostéopathe qui travaillait sur le crâne, sur mon visage, c'est revenu finalement après. Donc, Ce qui est assez fou sur justement les ostéos qui travaillent, vous dites, sur le visage ou sur le crâne, on en parlait hors antenne d'ailleurs, c'est que c'est pas si évident que ça pour tous les ostéos. Ah non, non. Le fait de travailler sur le crâne. Ah non, pas du tout. Ça fait pas rêver mes collègues. C'est un travail qui est assez long. Et assez ingrat. Le patient, si vous voulez, il ne sent pas vraiment ce qui se passe. Maintenant, ça va, quoi, c'est assez connu, mais au début, on me disait, mais je viens pour mon dos, vous touchez ma tête, qu'est-ce que vous faites? Donc, il faut qu'on explique, ça prend du temps, quoi, pour faire adhérer le patient à la thérapeutique. Et il faut passer du temps aussi à toucher pour percevoir quelque chose, quoi. Justement, sur cette histoire de perception, moi je suis assez fasciné parce que j'ai eu des séances d'ostéo et j'ai vu effectivement comment les choses se déroulaient. Comment vous pourriez décrire ces perceptions? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment on pourrait le partager ça? Ça, alors, vaste sujet parce qu'on perçoit tous différemment. J'ai l'impression. Ouais. Ce qui revient souvent, c'est un peu par abus de langage, on va chercher dans le crâne des densités. Alors qu'en fait, c'est plutôt une rigidité, une dureté, un crâne plus ou moins dur, plus ou moins malléable. Et en fait, à force de toucher des crânes, on va sentir où est-ce que ça va être plus dur. Qu'est-ce que ça veut dire un crâne plus dur ou plus malléable? C'est-à-dire que quand on appuie dessus, oui. Il y en a, ils vont pouvoir se déformer. Mais qu'est-ce que ça dit de la personne? Ah, qu'est-ce que ça dit de la personne? Est-ce que ça a une signification particulière? En général, quand le crâne est dur, je me dis, elle ne consulte pas pour rien. Okay. Parce que si vous voulez, au niveau du crâne, quand on est debout, en fait, on est autant en réaction au sol pour se tenir debout que suspendu à notre crâne, en fait. Tous les fascias, tous les tissus conjonctifs qu'enveloppent nos organes, nos os, nos muscles, ils viennent s'attacher à la base du crâne. Donc de ce fait, on est un peu suspendu à ce crâne. Et j'explique souvent aux patients que c'est un peu la commande du marionnettiste. Donc s'il y a quelque chose qui bloque dans la commande du marionnettiste, forcément, la marionnette ne peut pas faire tous les mouvements. Il y a vraiment quelque chose de central qui se passe ici. Et puis il y a forcément tous les éléments, la moelle épinière, les nerfs vagues, qui émergent du crâne vers le corps et qui permet aux deux de fonctionner ensemble. Le cerveau, il a tellement besoin de savoir ce qui se passe dans le corps pour ajuster quelle hormone il sécrète, s'il met de l'adrénaline, si on peut se reposer plutôt. Et il faut pour ça que les nerfs vagues, le passage des nerfs vagues soit libre. Parce que en fait, les nerfs vagues, c'est 80% de fibres nerveuses qui vont informer le cerveau. Et s'il est coupé,
Alors comme le montre Stephen Porges dans sa théorie polyvagale, on va avoir tendance à être dans le stress, à s'inhiber et pas à communiquer avec les autres. Alors que pour un être humain, communiquer avec les autres, c'est la base. On ne peut pas vivre tout seul, isolé. On a conquéri le globe parce qu'on avait le langage pour communiquer. Ça nous a permis de dominer des animaux bien plus puissants que nous. Et même encore aujourd'hui, même s'il n'y a plus de lions terrassés et tout ça, on a besoin de ce lien, de cette connexion. Certaines rencontres changent une vie, certaines expériences aussi. ABC Talk revient à l'île de la Réunion pour 2 jours, un vrai tournant, une aventure humaine avec 3 expériences, 3 façons de transformer votre vie. Commençons par le samedi 14 novembre avec Myriam Facio et Chanaël Munier, les constellations intégrales pour libérer enfin vos mémoires familiales liées à l'argent, à la réussite et à l'abondance, pour changer enfin votre rapport au succès. Le samedi soir, c'est un duo, les duos de l'invisible avec Alexandra Gabriel et Aaron Vial. Ils sont tous les deux médiums quand la médiumnité rencontre la numérologie et les contacts défunts, où chaque instant peut devenir personnel. Et puis dimanche 15 novembre, la puissance du Quantum Self-Healing avec Fabien Lefebvre. Il sera question d'activer vos clés quantiques. C'est l'une des expériences immersives physiques les plus intenses. Vous repartirez plus clair, plus aligné, plus puissant. ABC Talk installe également son studio télé à La Réunion. Si vous êtes donc thérapeute, coach, praticien, accompagnant de vie, vous allez pouvoir vous aussi vous installer dans les canapés d'ABC Talk et tourner votre propre émission qui sera ensuite montée et diffusée à l'international sur l'ensemble de nos réseaux avec plus de 30 millions de vues chaque mois. Vous l'aurez compris, c'est une belle aventure, c'est une nouvelle aventure pour la seconde fois. ABC Talk à La Réunion en 2026, novembre 2026. Vous allez vivre l'intensité, découvrir l'authenticité, expérimenter l'essentiel. Infos et réservations, abctalk.fr. Quelles sont les limites de l'ostéopathie ? À quel moment on se dit on a atteint la limite, il faudra sans doute aller voir un confrère ou peut-être aller dans d'autres dimensions, d'autres univers. Les limites, elles sont comme pour toutes les thérapeutiques. Moi, j'ai besoin de collègues dentistes, kinés. L'ostéopathie, je ne pense pas qu'elle se suffise à elle-même. On a besoin de s'intégrer dans des réseaux pluridisciplinaires pour avoir les avis d'autres collègues. Là, récemment, j'ai eu un patient qui avait un lumbago, qui a fait une récidive 1 mois après. Du coup, je l'ai renvoyé chez sa médecin, je lui ai recommandé une collègue kiné. Et puis voilà, et au final, là, il a été infiltré, il a eu une infiltration de corticoïdes. Voilà. Très bien, moi j'ai fait ce que j'ai pu, mais voyez, on n'a pas 100% de réussite. Alors, il y a aussi une autre dimension, Geoffrey, qui est toujours intéressante. On a reçu des kinés ici, on a déjà reçu des ostéos, on a déjà fait des émissions sur cette thématique-là, mais il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est que parfois, on entend des kinés ou des ostéos nous dire c'est bien beau quand on reçoit un client, on va tout faire effectivement pour le soulager, on va le recevoir peut-être une seconde fois, et puis peut-être une 3e fois, et puis peut-être une 4e fois. Et vous avez beaucoup d'ostéos et de kinés qui disent si on n'arrive pas mécaniquement à régler le problème, peut-être qu'il faut aller le chercher ailleurs et dans une dimension un peu plus spirituelle. Ah oui. Est-ce que ça n'a pas l'air de vous parler ? Si. Ah bah si. Si, moi je travaille aussi avec, je renvoie des fois vers des psychologues. Non mais c'est-à-dire que vous n'allez pas chercher... moi, à travailler en émotionnel. Exactement. Alors, c'est pas forcément mon intention, personnellement, mais après, des fois et très souvent, ça vient. Notamment en travaillant des cicatrices. Quand il y a eu un trauma associé à la cicatrice, il y a souvent des émotions qui ressortent. Là, par exemple, j'avais travaillé avec une jeune femme qui avait une cicatrice au niveau de l'avant-bras. Elle n'a pas voulu me dire exactement ce que c'était. Mais bon, quand elle a été OK quand même pour le travailler. Et c'était sûrement un trauma assez profond, vu comme elle a réagi. Et en fait, moi, je me suis aussi formé en hypnose, en PNL. Et donc, j'ai fait de nombreuses formations. Et donc, ce qui fait que quand il y a une réaction émotionnelle comme ça sur la table, j'arrive à l'encadrer, à accompagner la personne à travers ce mouvement de l'émotion, quoi, qui se présente. C'est un mouvement pour moi. Ouais. Mais vous ne parlez pas de spiritualité ? D'intuition plus, et donc de ressentis différents de ce qu'on pourrait vous apprendre sur les bancs de l'école d'ostéo, non ? J'ai des collègues qui sont plus branchés là-dessus que moi. Donc, et vous n'êtes pas dans cet univers-là ?
dans cette dimension-là? Si, je suis quand même, je m'y intéresse, même personnellement, comme un travail personnel, mais c'est aussi pour savoir mieux accueillir ces réactions, ces abréactions, ces réactions émotionnelles de patients, et pour moi, hein, que j'y chemine. Ouais. Alors, vous êtes aussi un globe-trotter, parce que vous êtes allé visiter un petit peu partout. Vous avez, je crois que vous êtes allé en Angleterre. Ouais. Vous avez passé quelques Ouais, j'ai temps pas mal en bougé en Angleterre. Europe. Ouais. Vous êtes allé aussi à Vienne, vous êtes allé à Budapest, vous êtes allé en Roumanie, donc vous êtes allé aussi en Bulgarie. Ouais. Et faire du snowboard en Bulgarie, c'est incroyable. Snowboard en Bulgarie. Et vous découvrez aussi, et je crois que c'est en Angleterre, ce qu'on appelle, alors je ne sais pas si je vais le dire correctement, c'est le buggy kitting. Ah, le buggy kiting. Buggy kiting, oui. Ça c'est quoi? Eh ben, c'est comme du kitesurf, sauf qu'au lieu d'un surf sur l'eau, on a un genre de char à voile, un buggy. Et donc c'est incroyable parce qu'en fait on est à ça du sol, très près du sol, on n'a pas de frein, il n'y a que le bruit du vent qui souffle et on peut monter à des 50 km/h sur la plage. Faut faire des gros dérapages pour s'arrêter, donc au niveau de la vitesse... Qu'est-ce que ça vous apprend, le fait de voyager comme ça et d'aller évidemment à droite à gauche dans différents pays au travers de votre pratique? Est-ce qu'on est bien placé en France? Est-ce que comparativement à ce qui se fait ailleurs? En ostéopathie, par exemple? On forme beaucoup d'ostéopathes en France. Et l'ostéopathie française a plutôt une bonne réputation dans le monde. Hein. L'ostéopathie dans le monde, elle est quand même assez malmenée. Aux États-Unis, les ostéopathes sont tellement intégrés qu'ils sont tous médecins et qu'ils travaillent de moins en moins en ostéopathie et de plus en plus en médecine. Si bien que le bâton de Steele, le fondateur de l'ostéopathie, a été rapatrié en Europe. Donc non, l'ostéopathie, c'est pas évident. Après, moi, c'est aussi pour ça que je fais des livres, pour parler de l'ostéopathie. C'est aussi pour transmettre tout cet héritage. Parce que on est toujours sur le fil. Hein. Moi, je suis dans des syndicats d'ostéo, enfin une association professionnelle maintenant. On a passé le cap, on n'a plus un syndicat. On est quand même mieux intégré, mais c'est toujours, il faut toujours qu'on défende notre place et qu'on soit sérieux, qu'on réfère aux médecins quand il y a un problème, pour pouvoir continuer à exercer notre art et notre métier. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est en parallèle ou si c'est complémentaire, vous parlez aussi de la psychologie sociale. Oui. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette partie-là? C'est passionnant. La psychologie sociale, elle va étudier comment un individu réagit dans le groupe. Et c'est fascinant, ça montre comme on est influençable. Il y a une expérience qui est très connue, par exemple, en psychologie sociale, c'est l'expérience de Milgram, où pour faire apprendre quelque chose à quelqu'un, il y a un gars avec une blouse blanche qui va dire vous allez lui envoyer des décharges électriques à ce monsieur pour voir s'il apprend plus vite. C'est pour la science, Donc il y a des personnes qui s'offusquent tout de suite, très peu. Et la majorité, elles envoient des décharges pour la science. Et c'est toute cette influence. Et moi-même, je trouve que je suis assez influençable. J'aime bien écouter, moi, j'adore mon métier parce que j'ai l'impression de visiter un nouvel univers à chaque patient, si vous voulez. C'est sûr. Par ses croyances, comme vous, en recevant des personnes ici. Voyager derrière votre bureau un peu. Un peu. Et puis surtout, je rentre en me disant, mon Dieu, il faudrait peut-être que j'évolue sur ça ou que j'avance sur ça. C'est super, avec l'émission, vous offrez gratuitement les univers de chacun à un maximum de personnes, donc c'est formidable. Et je sais plus trop. Non, c'était sur effectivement la psychologie sociale. La psychologie sociale, que vous trouvez passionnante. Oui, parce que après moi, l'être humain, je nous trouve assez fascinant, avec toutes nos ambivalences. C'est sûr. Tout ce qu'on devrait faire et tout ce qu'on fait pas. Alors revenons évidemment sur ce qui vous amène au travers notamment cette dimension des cicatrices. Parce que si je peux revenir sur le sujet du buggy kiting, parce qu'il y a vraiment un équilibre, parce qu'après j'en ai fait sur l'eau aussi, du kitesurf et tout ça. Et par rapport à l'ostéopathie, je trouve qu'il y a vraiment, quand on tient les manettes dans la main, il y a vraiment un équilibre en fait entre notre position sur l'eau, sur le buggy et la position de la voile. Il y a vraiment un équilibre. En gros, nous on est immobile. On est immobile, posé sur notre planche, sur notre buggy, et néanmoins on avance. Et il y a vraiment quelque chose dans cette immobilité en lien avec l'ostéopathie, et notamment avec le crânien. Il y a vraiment, comme dit Bruno Ducou, souvent une immobilité dynamique. C'est-à-dire que de l'extérieur, on a les mains sur le crâne, apparemment rien ne bouge, mais pour l'ostéopathe qui est au crâne, si, il y a plein de choses qui se passent.
on va se sentir attiré d'un côté, de l'autre. Et moi, je demande souvent aux patients qu'est-ce qu'ils sentent pendant que j'appuie sur le crâne. Comment c'est dans leur corps, qu'ils soient un peu focus sur l'ensemble du corps. Et c'est très souvent qu'on me dit « Ah, ça fourmille dans les bras, dans les pieds, il y a une réaction, ça tire dans le bas du dos. » Il y a des réactions comme ça juste en contactant le crâne. C'est perceptible pour le patient. Et pour nous, ostéo, on perçoit aussi des choses différentes. Des fois, j'ai l'impression que mes mains s'écartent. Quand j'ouvre les yeux, rien ne se passe néanmoins. Donc il y a vraiment... Mais ça veut dire que... Et avec le buggy, avec le kite, il y a vraiment quelque chose comme ça. J'avais fait essayer une collègue, une amie qui est très tendue, très tonique, toujours comme ça. Et systématiquement, le cerf-volant tombait. Il y avait du vent de ouf. Hein. Elle était comme ça, agrippée, et il tombait à chaque fois. Donc il y a vraiment une position de la main. Il y a vraiment un point d'appui à offrir pour que le mouvement puisse se révéler. Il y a vraiment quelque chose qui me parle avec le cerf-volant là-dedans. Et sans mauvais jeu de mots. Sans mauvais jeu de mots. Le cerveau. Non, ah oui. C'est pas grave. Je voudrais qu'on revienne effectivement sur ces cicatrices. Pourquoi est-ce que vous en avez fait quasiment une spécialité ? Je dirais, ouais, c'est une spécialité parce que moi-même déjà j'ai été touché. On m'a soigné une cicatrice, hein, j'ai eu 14 points de suture, je me suis gravement blessé au niveau du majeur. Et c'était pendant une session de formation avec un collègue qui a écrit la postface du livre des cicatrices d'ailleurs, et ça m'a beaucoup touché parce que ça m'a rappelé tout cet accident. Et en fait, j'ai vraiment senti quand il travaillait ma cicatrice qui venait d'être opérée, hein, pour le coup. C'est pas ce que je recommande plutôt d'attendre un mois en général. Mais là, il a travaillé avec une infinie douceur. Et néanmoins, j'ai senti comme quelque chose qui s'évacuait de mon doigt et de ma cicatrice. Et je pense que c'est cette expérience qui a planté la graine pour après la construction du livre. Après, j'ai beaucoup lu pendant longtemps le livre du docteur Guimberteau. C'est un chirurgien, Jean-Claude Guimberteau, qui a filmé sous la peau. À la fin des opérations, il a négocié avec l'anesthésiste 10 minutes pour pouvoir filmer avec son endoscope sous la peau et observer le mouvement des fascias. Et donc, il en a fait un livre formidable avec lequel j'ai dû le lire un peu en dilettante pendant 2 ans, parce qu'il est quand même très, très dense. Puis à la fin, je me suis dit, mince, mais c'est incroyable ce livre. Et ça explique tout ce qu'on fait, nous, en ostéopathie, tout ce qu'on perçoit. Et donc, je me suis dit, il faut absolument qu'il soit partagé, donc d'où le livre. Et après, les fascias, les cicatrices, il y a vraiment une continuité. C'est sûr. Même Carla Stecco, dans son livre Atlas sur les cicatrices, elle explique qu'une cicatrice, elle va gêner le déploiement des fascias et créer une zone fixe dans le corps. C'est vraiment l'évidence, quoi. Vous sentez-vous parfois fatigué ou stressé chez vous, sans vraiment savoir pourquoi? Et si l'énergie de votre intérieur influençait votre bien-être au quotidien? Participez à notre atelier gratuit animé par Jean-Baptiste Vosco, énergéticien, géobiologue et expert Feng Shui, pour apprendre à diagnostiquer et harmoniser l'énergie de votre intérieur. Dans cet atelier exclusif, vous découvrirez notamment comment diagnostiquer votre espace de vie, vous apprendrez à décrypter vos ressentis et l'énergie des objets qui vous entourent et vivrez une harmonisation en direct de votre espace de vie et à l'intérieur de vous. Vivre heureux et en bonne santé devrait être la norme. Alors, faites le premier pas vers un intérieur harmonieux et une vie plus alignée. Cliquez en haut à droite de l'écran ou en description pour vous inscrire à l'atelier. Et vous qui avez été cassé du visage, oui, comme on dit, avec sans doute certaines cicatrices qui ne se voient pas d'ailleurs, hein, chez vous. Hein. Non, ça va, il y en a une qui est derrière la lunette. Là, voilà, mais ça va. Ça va, c'est pas... Non, je ne vais pas défigurer. C'est pas flagrant. Oui. Donc du coup, comment est-ce que concrètement vous avez travaillé notamment celle du visage ? Celle du visage, en fait, c'est pareil dans une formation avec un de mes maîtres, Pierre Tricot. Il a travaillé sur mon visage au niveau de mes malaires ici, pendant que j'étais allongé, et il a appuyé progressivement, et de plus en plus fort. Et plus il appuyait fort, et plus je sentais un relâchement global dans tout mon corps. Et comment vous expliquez ce lien de ce relâchement sur l'intégralité du corps, en appuyant précisément sur une cicatrice ? Par le jeu des fascias, en fait, qui crée vraiment une unité. Hein, ces fascias, c'est du tissu conjonctif. C'est ce que les Anglais appellent du packaging tissue, du tissu d'enveloppement. Et en fait, c'est bien plus. C'est innervé, c'est intelligent, quoi. Même Carla Stecco et Robert Schleif, des spécialistes, hein, expliquent que quand on travaille sur les fascias,
on a affaire aux succursales du cerveau. Mm. Et en ça... Il y a une méthode aussi, je ne sais pas si vous connaissez Moons. Le Moons Floor, ouais. Moons Floor. Oui, Qui j'ai d'excellents retours. Extraordinaire. Oui. J'ai d'excellents retours des patients qui s'y mettent, je leur recommande. Ouais, le Moons Floor. Et alors, quand vous voyez quelqu'un faire cette pratique, par définition, au sol, entre autres, parce qu'il y a évidemment beaucoup de mouvements, c'est un ancien danseur étoile, qui était cassé des pieds à la tête, et qui, à l'issue de sa grande carrière, je crois qu'il était à l'Opéra de Paris ou quelque chose comme ça, oui. a décidé c'était soit, effectivement, il continuait à souffrir comme ça, et sa carrière était terminée, soit il prenait en considération, évidemment, cette dimension des fascias. Et il en a fait une méthode qui est révolutionnaire, parce que je connais des gens qui la pratiquent, et ils se mettent au sol, et ce ne sont que des mouvements extrêmement lents, très très détachés, très lents. Et allez voir ça, Moons Floor, et ça fait un bien fabuleux. Ah oui. Vous avez essayé ça ? Ouais, moi j'ai pas mal travaillé avec Véronique Blanchard, qui travaille une gym des fascias, et qui est très proche avec ses mouvements lents, et qui permet aux pratiquants de percevoir la globalité du corps. Et de ce que j'ai vu du Moons Floor, il y a vraiment quelque chose de proche. C'est un genre de gym des fascias. Exact. Et ce mouvement lent, il va permettre au tissu des fascias de se déployer. En répétant, ce qui va être collé, petit à petit, ça va pouvoir se décoller. Alors que si on faisait des tissus, s'il y avait un mouvement rapide, il y aurait une sidération et ça ferait une contraction en fait. Mais quand on dit que c'est très très lent, c'est jusqu'à se demander l'efficacité du mouvement quand on le voit faire. Ah oui. Parce qu'on se dit... Oui, alors que pour moi, c'est comme on ouvre un éventail. C'est sûr que ça soigne, ouais. Après, moi, je travaille au niveau du crâne, donc j'ai l'habitude que la santé, elle revienne avec de la lenteur. Avec de la lenteur. Qu'est-ce que vous aimeriez dire encore sur les cicatrices, avant qu'on parle évidemment de la dimension périnatale, et puis ce que vous appelez l'aurophasia, l'aurophasia. L'aurophasia aussi. Sur les cicatrices, déjà que c'est important de respecter la douleur. Vous voyez, encore cette semaine, j'ai reçu une dame qui avait une cicatrice d'appendicite qui a été compliquée, réopérée. Cette cicatrice a 60 ans. Et quand elle la touche, elle lui fait encore mal. Encore aujourd'hui. Et il y a des collègues qui ont essayé de la soigner avant, mais dès qu'on la touche, ça fait mal. Et s'il y a de la douleur, ça ne peut pas aller. Vous voyez, c'est comme sur ces mouvements de Moons Floor, si c'est rapide, ça ne va rien changer. Il faut prendre le temps de masser peut-être autour de la cicatrice, de la travailler à distance, comme un magnétiseur, de trouver quelque chose en fait pour faire lâcher cette douleur. Et après, on peut redonner de la mobilité. Mais qu'est-ce que ça veut dire de cette cicatrice ? Le travail a été mal fait, que la réaction, le corps réagit d'une manière qu'il ne devrait pas ? Alors après, le travail a été mal fait, c'est dur à juger. Parce que s'il y a une péritonite, il faut faire vite. Si la personne est là devant vous, c'est que le travail a été bien fait. Après, il peut y avoir des séquelles, comme dans tout accident. Et en tout cas, quand il y a des... Vous voyez, sur des cicatrices, les patients ils me disent « Ah, cette opération, c'était horrible ». C'est un mot que j'ai entendu quand même de façon assez récurrente. Voilà. Et ça veut dire que, voyant rouge, il faut la travailler. S'il y a eu un stress, s'il y a eu un trouble émotionnel, par exemple une maltraitance dans l'hôpital ou par les parents à ce moment-là, tout ce que le patient peut imaginer dans son monde, en fait, qui le pèse, forcément cette cicatrice, elle va cristalliser ses émotions négatives en fait. Et ça, faut le vérifier à chaque fois. Mais ça se vérifie jusque-là à peu près à chaque fois. Ouais. Donc ça veut dire que quand effectivement on est traversé, et on en parle souvent de ces émotions, l'intelligence émotionnelle entre autres, traversée par ces émotions que certains arrivent à accueillir et d'autres plus difficilement, il y a une répercussion, enfin la cicatrice est comme une sorte de buvard et est imbibée de cette dimension émotionnelle qui nous traverse. Oui. Ah oui, tout à fait. Ouais. Où j'ai encore le souvenir d'un patient qui s'était enfant tombé en vélo et raflé le genou. Donc il garde une cicatrice après, il a 50 ans aujourd'hui. Et il m'expliquait qu'il il touchait pas la cicatrice et qu'il était petit à petit s'était habitué au frottement des vêtements. Mais que c'était encore désagréable. Encore après. Ouais, 40 ans après. Et donc j'ai pas pu la toucher, sa cicatrice. Je lui ai demandé de masser comme ça autour. Je l'ai travaillé à distance comme un magnétiseur, des choses comme ça, pour petit à petit, on arrive à la toucher. Vous parlez de la mémoire de la cicatrice ? Oui. Après, le corps on peut imaginer que c'est un amoncellement de conscience, le corps, et qu'il y a une unité,
qui est gérée par ces fascias. Et du coup, quand il y a un trauma à un endroit, ça reste une zone particulièrement sensible. En fait, comme il y a une blessure, il y a une réaction de protection qui est normale. Et c'est Chantal Ropard, qui est psychologue et ostéopathe, qu'on parle bien dans le livre, qui a participé. Et elle explique qu'en fait, c'est normal au début d'avoir une réaction de défense, en fait, de l'éviter. Mais avec le temps, cette réaction de défense, elle va générer d'autres blocages, d'autres perturbations. Donc c'est pour ça qu'après un certain temps, il va falloir aller la travailler quand même. Sinon, ça génère d'autres perturbations. Alors, concrètement, lorsque vous travaillez une cicatrice, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous y faites? Qu'est-ce que vous faites avec? Déjà, je demande au patient de m'en parler. Évidemment. Sa cicatrice, parce que selon le visage et les grimaces qu'il peut faire, ça m'en dit long sur sa cicatrice. Selon comment est sa voix, comment il en parle, le champ sémantique, les mots associés, quoi. Donc déjà ça, prendre le temps d'en parler. Après, demander si je peux la toucher. Demander qu'est-ce qu'il sent quand il la touche. Si c'est au genou, est-ce qu'il sent la même chose des deux côtés? Ou est-ce que du côté de la cicatrice, c'est différent? Déjà, s'il y a une différence, ça veut dire que pour le cerveau, c'est pas la même chose des deux côtés. Donc il faut la travailler, il faut réintégrer cette zone au cerveau. Le cerveau, il a une carte du corps et il faut que la carte et le territoire soient équilibrés. S'il y a un trouble sensible, moi je pense que forcément la carte du cerveau, elle est perturbée. Donc il y a ça déjà tout simplement en caressant. Après, est-ce qu'on peut appuyer? Et puis après, il y a des choses amusantes. On peut prendre le pouls par exemple et toucher la cicatrice. Et le pouls, accélère ou pas? Il accélère, il tape moins fort, il tape plus fort, il peut varier. Donc ça veut dire que s'il accélère, c'est que la résonance qu'il y a au travers du toucher de la cicatrice évoque quelque chose émotionnellement. Émotionnellement ou même, moi je suis très terre à terre, ou même en fait c'est juste que la peau c'est un isolant avec 2 couches de graisse, à l'épiderme, à l'hypoderme. Et en fait, s'il y a une cicatrice, et ces 2 couches d'isolant, comme un double vitrage en fait, c'est en contact. Si les 2 vitres sont en contact, alors il y a un pont thermique, et donc il peut y avoir une fuite de toute l'énergie dans le corps. Si vous voulez, un cœur avec toute l'activité électrique, il fait un champ magnétique. Et ce champ magnétique, il est censé être contenu par la peau, et s'il y a des accolements, ça peut faire une fuite. Donc après, au niveau émotionnel aussi, là, c'est comme cette jeune femme où on travaillait sur son avant-bras, il y a eu une réaction émotionnelle. Ouais. Mais bon, sur le test, en tout cas, avec le pouls, c'est pas tant... Pour moi, ça peut être très de la physique... Basique. Basique, ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une cicatrice où on ne ressent rien, une cicatrice qui ne pose pas de problème, une cicatrice qui est là parce qu'elle est visible et que c'est comme ça, mais où il n'y a pas de réaction, de ressenti physique, ça veut dire que tout est OK? C'est possible, ouais. Il faut voir si elle ne réagit pas au pouls. Si le patient, il la touche en disant c'est pareil des deux côtés. Okay. Si moi, quand je la touche, il me dit aussi c'est pareil des deux côtés. Parce que des fois, il y a ça qui change. Hein. Des fois, les cicatrices, quand la personne la touche, tout va bien. Quand c'est moi qui touche, c'est pas pareil. Et inversement. Et après, il faut voir. Et après, je regarde aussi comment elle glisse. Vous voyez, est-ce qu'elle va bien glisser de haut en bas, de droite à gauche? Et est-ce que c'est pareil de l'autre côté? Il y a aussi la quantité de mouvement, ce qui dénote comment les fascias en dessous ils peuvent se déployer ou pas. Et des fois, non, il y a des cicatrices que je teste et qui sont très bien. Hein. Et pour le coup, c'est OK. Oui. On sait aussi parfois, certains utilisent les cicatrices comme une sorte d'objet de mode. Et vous connaissez évidemment cette attitude que certaines femmes aiment, le côté un peu bad boy, avec quelques cicatrices, voilà, à droite, à gauche, etc., etc. Est-ce que ça en dit long aussi sur la personnalité de celui qui porte ces cicatrices et le fait qu'il les mette en avant, comme ça? Ça en dit long surtout sur le rapport au corps des hommes et des femmes. Pour un homme, d'avoir des cicatrices, c'est plutôt effectivement valorisé. Pour une femme, c'est plutôt très problématique. Sur des cicatrices de césarienne, là j'en parlais avec une patiente la semaine dernière, sa fille a 6 ans, là, elle rentre au CP, et donc je l'ai vue au début avec sa cicatrice, et voilà, une cicatrice à travailler. Aujourd'hui, sa cicatrice est très belle, elle est nickel, et quand on en reparlait la dernière fois que je l'ai vue, elle me disait « Ah oui, la balafre, c'était une balafre et tout ça ». Donc là, je me suis dit « Ah bah, ça serait bien de retravailler
peut-être revisualiser cette balafre. Parce que même les mots ont un sens. Oui. Moi, je suis très sensible à ce que me disent les patients. Ouais. C'est vrai que je suis pas fort. J'ai du mal à me définir comme spirituel. Mais par contre. Je vois. De temps en temps, je vous tends un peu la perche sur deux, trois trucs. Et je vois bien que c'est pas du tout l'univers qui vous attire. Je sens bien. Mais si, ça m'intéresse beaucoup en plus. J'ai pas mal de lectures dans le domaine. Mais après, moi, au travail, vous savez, avec tout, en plus, tout ce qu'on entend en ostéopathie, moi, je trouve que rien qu'en restant terre à terre en ostéopathie, on a déjà un océan de potentiel thérapeutique, en fait. Et c'est pour ça que je m'y raccroche un petit peu. Puis je vous fais sortir un peu les rames. Non, mais j'ai pas de. Vous savez, j'en ai entendu d'autres, mais voilà, j'essaie de vous amener effectivement parce que évidemment, quand on parle d'hypnose, quand on parle de PNL, d'ostéopathie tissulaire comme vous le faites, et puis des fascias, tout ça est lié aussi évidemment au corps, mais ensuite à une dimension émotionnelle, cette dimension émotionnelle peut aussi avoir une dimension spirituelle, qui peut même avoir une dimension quantique. Ah oui. Même parfois. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui. Bon, mais on n'y est pas. Non, mais on peut en reparler à la fin, Mais on n'y est pas. On est d'accord. Parlons du... Si vous voulez, sur la quantique, il y a un truc qui est très simple. Vous voyez l'expérience des fentes de Jung, où on envoie des photons dans une planche avec des trous. Oui. Et quand il y a un observateur, les photons, ils changent de comportement. Ils passent dans d'autres trous. Et ben, quand je dis sur la cicatrice qu'on peut la travailler à distance, ce que l'expérience de fente de Jung, en gros, ce qu'elle veut dire, c'est qu'un observateur, observer un phénomène suffit à le modifier. Okay ? Une cicatrice, quand on va apercevoir quelque chose à distance, donc moi je perçois comme si l'air était plus dense dans mes mains. J'ai un collègue, il entend clic-clic dans son oreille. Donc à chacun de trouver son pendule intérieur, sa référence. Oui. Et moi j'ai l'impression... Vous voyez que vous y venez. Oui. Parler du pendule. Waouh, quelle avancée. Ah oui. Et enfin son référentiel. Oui, je vais compris. Son référentiel. Et en fait, j'essaie de sentir un peu toute cette fuite, où est-ce qu'elle est, jusqu'où elle va. Et j'ai l'impression que de l'apercevoir, ça peut suffire à la modifier. Et après, une fois que c'est modifié, bah, le corps est en mouvement, il se réorganise. Mais tous les magnétiseurs font ça. Ouais. Oui. Après, ils racontent chacun une autre histoire. Il y en a qui demandent à des êtres, des guides de lumière, de venir enlever cette problématique. Mais en fait, avec la physique quantique, l'explique de façon aussi très terre-à-terre, quoi. Que d'observer un phénomène, ça suffit à le transformer. Et je ne sais plus où on en était. Non, mais ça vous fait du bien de pouvoir vous retrancher sur la physique quantique, parce qu'il y a le mot physique dedans, il y a le mot quantique, et donc ça donne tout de suite une dimension plus sérieuse. Ouais. C'est un peu ça. Oui. Puis après, c'est pour ma profession, c'est pour mes collègues aussi. J'ai pas envie de leur porter discrédit, quoi. On est quand même méchamment. Il y a un ostéo-bashing quand même à notre époque qui est assez affligeant. Ah, comme pour les kinés. Ouais. Pareil. Et on peut pas comme faire pour l'homéopathie. Ah bah. Et je peux pas faire comme si ça n'existait pas. C'est clair. Et plus on avance, et plus je pense qu'on y viendra à ces dimensions dites subtiles qui seront de toute façon complémentaires à votre approche terre-à-terre. Oui, et complémentaires à l'allopathie, complémentaires à tout. Bien sûr. Ouais, il faut tout pour faire un monde. La dimension périnatalité, chez vous. Oui. Ben alors ça, c'est... quand j'ai eu mon diplôme, j'ai remplacé une collègue qui voyait beaucoup de bébés et de femmes enceintes. Donc elle m'a mis le pied à l'étrier. Et après, j'ai fait un DU à Paris de périnatalité. Donc là, on a été formés par des médecins, on allait à l'université. Donc pour moi, je suis comme un rebouteux avec un diplôme, donc être accueilli à l'université, je trouvais ça fascinant. Et j'ai appris des choses super intéressantes. Après, je suis intervenu en maternité aussi pendant 1 an. Et je me dis, mais voilà, en maternité, les ostéos ont toute leur place. Là, il y a une étude qui est sortie récemment qui montrait que pour les prémas, ils sortaient plutôt du service kangourou, des services de néonatologie, quand il y a un ostéopathe qui s'occupe un petit peu d'eux, quoi. Et après, pour les femmes, s'il y a une cicatrice de césarienne, une cicatrice au périnée, on peut la travailler déjà en douceur assez rapidement. Donc, pour moi, j'ai l'impression de travailler sur le futur, quoi. Quand je travaille à un bébé, une femme enceinte, c'est énorme. Tout le potentiel est là, quoi.
et le potentiel du futur de toute la société. Moi, je trouve ça fou qu'on laisse travailler les femmes aussi longtemps. Celles qui veulent s'arrêter au 5e mois, on va y gagner économiquement. Et le bébé n'est pas en avance. C'est ça. Pas de préma. Tout le monde est en sécurité. Tout le monde est en sécurité. Voilà, elle est sous ocytocine, le bébé aussi, il grandit bien. Voilà. Alors que là, c'est dingue. Moi, c'est ce que j'explique aux femmes enceintes. Je leur dis, mais vous allez passer beaucoup de jours au travail dans votre vie et vous allez finalement, en proportion, passer très peu de temps enceinte. J'aime pas trop le congé maternité parce que c'est un vrai boulot en fait. Mais très peu de temps. Donc ce temps-là, il faut absolument le prendre. Et il faudrait que la société les aide à avoir plus de temps libre pour que les futurs cotisants soient en forme pour payer plein d'impôts et bien travailler. Pour nos retraites futures, ben voilà. Comme dirait l'autre. Même dans une logique comptable, c'est raisonnable en fait, de les arrêter plus tôt. Juste leur laisser choisir. Hein. Oui, on ne va pas choisir à la place des femmes. Exactement. Mais vous savez que maintenant, il y a le congé paternel qui augmente, visiblement. Oui. Je crois que c'est passé à 1 mois. Ouais. Donc c'est très bien. Bah, c'est bien, ouais. Voilà. Bah, c'est bien, mais bon. Après, c'est quand même bien quand il y a aussi les grands-parents. C'est leur soutien. Alors, l'orofacial. Alors, l'orofacial, en fait, c'est le cheminement logique avec, après, les cicatrices de dents de sagesse. Donc, cicatrices de dents de sagesse, hein, il y a des témoignages dans le livre de personnes qui avaient douleur à l'oreille, douleur à la mâchoire, même une dame qui avait un claquement d'une côte. Ouais. J'avais libéré plein d'autres choses, mais c'est le jour où j'ai libéré cette cicatrice de dents de sagesse que je ne l'ai plus vue pendant 2 ans. Et quand je l'ai revue 2 ans après, je lui fais alors votre côte. C'est passé, c'est pour ça que je suis revenu. Mais ce qui est assez incroyable, je trouve, c'est qu'on ne s'imagine pas à quel point on a l'habitude et les réflexes logiques, en fonction de ce que l'on ressent, de localiser la douleur quelque part ou le ressenti douloureux quelque part, et que le problème ne vient pas du tout de cet endroit-là. Bah oui, mais par rapport à l'expérience que vit le patient, c'est important de l'entendre. Ah, clairement. Hein, parce que pour lui, c'est à la hanche qu'il a mal. Qu'est-ce que je fais à trifouiller son épaule? Exactement. Ouais, c'est quand même. Et c'est ça qui est assez déstabilisant parfois pour un patient. Ouais, mais ça s'explique. Et il faut bien l'entendre. Quand on est ostéo, quand on est soignant, il faut bien l'entendre que pour le patient, il y a un problème, qu'on soit sur l'épaule. On l'explique, il y a un muscle. Moi, je parle souvent du grand dorsal, qui est un muscle qui s'insère là sur le bras et qui va s'insérer sur le bassin là derrière. Donc, quand on explique ça, si ça se débloque ici, on relâche le grand dorsal, il va plus participer à bloquer le bassin et le bas du dos. Et voilà. Mais c'est important de l'entendre, hein, ces questions des patients et de prendre le temps d'y répondre. Alors, vous avez... bien sûr, la plupart du temps, quand on reçoit quelqu'un ici, les gens nous disent « mais moi, je peux consulter à distance, c'est pas un problème ». Là, en l'occurrence, pour vous, c'est un problème. Moi, je propose de former des collègues et même tout public, hein, parce que pour moi, même les patients, c'est important qu'ils sachent les masser, leurs cicatrices. Après, c'est pas un art très complexe, mais bon. Mais qui s'engagent en tout cas à prendre le temps de s'intéresser à leurs cicatrices, qu'est-ce qu'il y a en dessous, comment les travailler. Alors moi, j'aime bien prendre du temps quand il y a quelque chose que je veux faire évoluer, par exemple pour ma façon de marcher. Il y a un collègue qui a fait un livre sur la marche. Alors voilà, j'ai lu le livre et en même temps, j'ai fait attention à comment je marchais. Au bout de 6 mois, ça m'a permis d'améliorer ma démarche. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental, en fait, quand on y prête attention. Et tout ça, c'est une histoire d'expérience. Et voilà, moi, je propose des formations à Lyon, à Paris, pour apprendre en une journée à soigner des cicatrices. C'est ce que j'allais vous demander. Au bout de combien de temps on maîtrise le sujet? En une journée. Hein. En une journée? Ouais. Ce qu'il faut, c'est expérimenter. Hein. Et une fois qu'on a fait la journée, après, il faut demander à ses proches s'ils ont des cicatrices, s'ils sont OK pour qu'on les touche. Et voilà, mais après déjà, rien que de soigner les siennes et ceux de nos proches, ceux de nos enfants et tout, c'est super important. Est-ce qu'on peut faire disparaître une cicatrice? Il y en a, oui. Il y en a qui, même sans moi, ont disparu. Où les patients me disent « j'ai été opéré ici, mais on ne voit plus rien ». Et néanmoins, on ne voit plus rien. Mais la cicatrice, en l'occurrence, était quand même problématique. Il y avait quand même un chaos de tension en dessous de cette cicatrice invisible. Donc, il ne faut pas se fier aux apparences en matière de cicatrices. Quand vous comme vous maîtrisez l'hypnose, évidemment, je ne vais pas vous emmener sur la dimension ésotérique de l'hypnose, et notamment avec l'hypnose régressive, mais je me demande comment est-ce que vous avez pu être fasciné autant par le sujet des cicatrices? Est-ce que, sur le plan
on va dire, alors il y a le plan matériel pur de la cicatrice en elle-même, physique, tissulaire, mais il y a aussi peut-être des cicatrices autres dans des vies antérieures que vous auriez pu vivre pour être le spécialiste que vous êtes aujourd'hui de ces cicatrices et de vouloir écrire et de vous passionner autant avec cet angle-là en tant qu'ostéo? Ah ouais, alors, moi, mon moteur là-dedans, c'est que je me dis, en quelques séances, on soulage facilement une personne qui a une douleur de cicatrice depuis 50 ans. Et en fait, moi, ce qui me donne l'énergie, c'est un peu la colère. Le fait de dire, soignez vos cicatrices, Pourquoi arrêtez vous de restez souffrir. avec ça? Oui, c'est ça, ouais. Ah oui, enfin, vous vous rendez compte, on a plein de choses à vivre dans notre vie. Faut pas rester bloqué. C'est comme si on restait avec un boulet à la patte, quoi. Il y a une dame, elle était venue, elle a les épaules comme ça. Enfin, mes épaules, elles sont bloquées comme ça, mais je viens parce que j'ai mal au cou, quoi. Et en fait, c'était lié à des cicatrices de réduction mammaire. Et après, on travaille, et maintenant, elle lève bien les bras normalement et tout. Et c'est fou, elle s'était habituée à souffrir et à être limitée, à être handicapée. Bien sûr. Mais c'est ça, en fait, moi qui me rend dingue. Mais de toute façon, je fais mon métier, c'est par rapport à la souffrance. De tout ce que vous avez pu voir, qu'est-ce qui vous a vraiment le plus marqué, l'accompagnement que vous avez pu avoir? Vous avez donné plein d'exemples depuis le début de l'émission, mais est-ce qu'il y en avait un à retenir qui vous a vraiment profondément touché, où il y a l'effet waouh du avant-après? Ce serait une dame qui m'est envoyée par sa dentiste parce qu'elle avait un bruxisme de dingue. C'est Le bruxisme, c'est quand on serre des dents comme ça. Okay, et du coup, elle cassait ses dents. Donc, ma collègue dentiste la voyait souvent. Et à un moment, elle a dit, allez voir l'ostéo, là. On verra s'il ne peut pas vous aider pour le bruxisme. Et en fait, si. Mais elle, en l'occurrence, son bruxisme, en posant un peu les questions, en testant dans tout le corps, cicatrice de césarienne. Et je lui parle de la césarienne, elle me dit, ah ben c'est vrai, maintenant que vous m'en parlez, mon bruxisme s'est aggravé depuis. Et avant elle, j'avais eu plusieurs femmes en fait qui venaient pour des douleurs dans le cou, des cervicalgies, et qui avaient une césarienne. Et on travaille sur la cicatrice de césarienne, et après, ça va mieux dans le cou. Parce qu'il y a toute une chaîne de fascia qui tirait comme ça. Et quand vous dites travailler sur la césarienne, c'est vraiment sur la cicatrice de la césarienne? Ouais. Ah ouais, sur la cicatrice de césarienne. Et elle, en fait, après la première séance, elle s'est levée de la table, elle fait « Ah j'ai retrouvé mon ventre ». Parce qu'au début, son ventre, c'était un truc un peu par là. Elle savait pas trop le définir. Elle se disait qu'elle allait devoir se faire opérer et machin. Et en fait, en travaillant, elle a mis sa main sur son ventre, elle fait « Ah ça y est, j'ai retrouvé mon ventre ». Vous vous rendez compte, ça fait 2 ans qu'il était perdu, son ventre. C'est ça qui est le maître mot en fait, de votre pratique, au-delà de l'expertise proprement dite, c'est de dire effectivement ne restez pas avec des trucs bloqués, rien n'est irréversible en fait quelque part. Oui, c'est ça. Et le corps, il est en perpétuel renouvellement. Toutes les cellules du corps se renouvellent. Même le cartilage, ça se renouvelle très lentement. Apparemment, ça prend 6 mois. Mais si pendant 6 mois, on a une activité mesurée, ça se renouvelle. Les cellules, les neurones dans l'hippocampe, ils s'en fabriquent des nouvelles. Je pense qu'on découvrira encore ailleurs qu'il y a plein en fait, de cellules un peu totipotentes quoi, qui peuvent se renouveler. Et à peu près tous les 6 mois, en fait, c'est comme si on s'incarnait dans un nouveau corps. Donc selon ce qu'on a fait pendant ces 6 mois, il y a un potentiel de retrouver de la santé qui est quand même énorme. Ouais. Vos 2 livres, je vais les présenter. Bougez pas, restez bien assis, merci beaucoup. Alors, celui évidemment sur les cicatrices, nos cicatrices, mode d'emploi pour prendre soin de nos fascias, qui est ici, aux éditions Le Souffle d'Or. C'est en petit résumé de ce qu'on vient de dire. Le livre? Ouais. Non, c'est plus fou, il y a plus d'exemples. Évidemment. Mais je veux dire, on vient de faire un résumé de ce qu'il y a à l'intérieur du livre. Oui. Après, il y a d'autres éléments. Ouais, bien sûr. Mais bon, on a fait un bon résumé. Merci, Marc. Bon, ça va. C'est important. Et puis, Mon corps, c'est de l'or. Voilà, celui-là, il vient de sortir. C'est le petit dernier. Ouais. De quoi parle-t-on? On parle du matin au soir, comment on peut vivre avec son corps et en tirer du plaisir et des bonnes choses et prévenir des douleurs, en fait. Et est-ce que ça, ce sont des petits rituels que vous faites tous les jours? Ouais. Vous, à titre personnel? Ah bah oui. Moi, je m'y suis mis depuis le confinement. Parce que du coup, à pas pouvoir trop sortir, je sortais bien 1 heure pour courir tous les jours quand même. Et puis, je me suis mis à faire des exercices tous les matins, environ même 10 minutes, 5-10 minutes. Des fois, je fais que 2 minutes quand j'ai pas trop le temps. Mais je prends quand même ce temps de commencer par moi avant d'aller soigner d'autres personnes.
et de m'occuper de mon petit monde, de ma famille et tout ça, quoi. Je trouve que c'est vraiment important. Pour moi, c'est le matin, il y en a d'autres, c'est mieux le soir, quoi. Mais de commencer par moi, de me retrouver un peu, de faire quelques salutations au soleil, des pompes, des choses assez simples, hein. Mmh. Après, il y a d'autres exemples dans le livre. Mais je trouve que c'est vraiment important et que ça change un peu la dimension de sa journée, hein. Rien que le fait de faire des pompes, d'être au sol et de se relever. Est-ce que vous méditez ? Symboliquement, ça va loin. Moi, je vais au travail à vélo et j'ai l'impression que c'est mon petit sas de méditation. Ouais. Tous les jours où je fais le même trajet et je vois le monde qui change jour après jour autour de moi, c'est un peu ça ma méditation. Vous avez une sorte d'émerveillement enfantin. Oui. Hein, c'est vrai ? Ouais, carrément. Quand on vous entend comme ça, et voilà, les oiseaux, un lever de soleil. Ah bah ouais. Il y a un héron qui revient, parce que je passe le long de la Saône, il y a un héron qui revient tous les ans, là. Je suis comme un dingue. Quand il revient, je l'attends, et après quand il est là, c'est trop chouette. Une fois je l'ai vu, il faisait l'équilibriste sur la corde, qui attachait une péniche avec ses ailes toutes sorties comme ça, il ressemblait à rien, mais en même temps il était magnifique, quoi. En même temps, il n'a pas besoin d'ostéo, lui. Eh ben non. Et il n'a pas de problème avec les fascias, je pense. Mais je pense qu'il les gère lui-même. Ni avec le nerf vague. Non, mais c'est un modèle. Bah, de toute façon, les oiseaux, Non, mais c'est sûr, c'est sûr. c'est des modèles pour nous. Même les animaux ont incontestablement beaucoup de choses à nous apprendre. Ah ouais. Incontestablement. J'étais ravi d'échanger avec vous, Geoffrey. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous ? Qu'on retienne de moi ou de mon passage ici ? La question est posée. Que le corps se renouvelle en permanence et qu'il ne faut pas s'habituer à des douleurs, il faut chercher. Il faut chercher la solution pour se libérer de ces douleurs et puis alors être disponible à réaliser nos rêves, en fait. Est-ce que vous vous êtes déjà C'est ça que dit... je voudrais, c'est que chacun... prenne conscience de ça. Ouais, et chacun travaille à réaliser ses rêves et à s'impliquer pour ce qu'il aime. Et de faire le petit colibri, comme on dit. Ouais, voilà, ouais. C'est important. Est-ce qu'il y a parfois des séances où vous dites « je peux rien faire » ? Ouais. Ah ouais, très souvent, ouais. Après, en général, à la fin... des fois, c'est 5 minutes avant la fin de l'heure ou 10 minutes. Et je me dis, ah là, il y a un truc. Mais après, même si j'ai l'impression que je peux rien faire, je lâche rien. Je reste présent, je propose un point d'appui, je cherche. Voilà. J'y prends tout mon temps. Et souvent, à la fin, il y a quelque chose un peu comme quand... Qui se révèle. Ouais, qui se révèle, voilà, ouais. Alors, juste pour terminer, c'est vrai qu'on est abreuvé sur le plan marketing, des publicités, des trucs à droite à gauche pour le bien-être, pour notre corps, etc., etc. Moi, il y a un truc qui m'a toujours étonné, vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous avez déjà vu ces énormes boules sur lesquelles on s'assoit, ces gros ballons gonflables qu'on utilise au bureau, sur lesquels on s'assoit et qu'on utilise comme chaise de bureau. Ouais. C'est bien ça ou pas ? Ah bah ouais, pour moi, ce qui est pas bien, c'est d'être figé et dans la même position toute la journée. Alors après, ça me fait beaucoup de passion au cabinet. Et du coup, moi, je leur recommande. Il y a même ce gros ballon, c'est pas toujours pratique quand on reçoit des clients dans son bureau. C'est sûr. Mais en fait, il existe des petites galettes qui créent une instabilité. Ouais. Ce qui fait que vous êtes assis, mais en mouvement. Et les patients qui prennent ça, souvent, ils me disent, quand je les revois après, ah, j'ai eu des courbatures pendant 2 jours. Donc ça travaille. Voilà. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire est-ce qu'il faut avoir mal pour trouver l'efficacité de ce que l'on fait ? Ah bah la douleur, c'est quand même... on peut entendre que c'est un doux leurre, mais c'est quand même un marqueur qu'on est allé chercher. C'est spirituel quand même. Ah ouais, c'est la langue des oiseaux, ça. Ouais. Oui, ah oui, la langue des oiseaux, c'est spirituel, ça. Bah oui. Je crois que c'était... Il y a une dimension spirituelle quand même. Ouais. Bref. Non mais voilà, il faut souffrir il faut parfois ressentir les choses dans la douleur pour avoir la preuve de l'efficacité de ce que l'on fait. J'ai entendu la douleur, c'est un marqueur. Mais moi, je pense que la douleur, c'est un signal. Ça nous donne jusqu'où on peut aller. Moi, vous voyez, ces livres, c'est fait pour que les personnes, elles aient envie, elles prennent conscience que le corps a une puissance. Et c'est pour leur donner des clés pour accéder à cette propre puissance. Mais des fois, il faut d'aller chercher la douleur. Ça permet de prendre conscience de sa limite. Et ça nous permet aussi de savoir, quand on a mal, c'est que c'est pas bon et qu'il faut arrêter. Il faut peut-être changer. Voilà. Et vous Après, en faisant de la gym tous les matins... Et vous avez aussi des praticiens qui vont vous dire si tu ne ressens rien dans le corps pendant que tu fais l'exercice, c'est que l'exercice a été mal fait. Or non. Oui, mais ça dépend. Après, si c'est
s'il reste une douleur après l'exercice, il y a un problème avec l'exercice quand même. Mais après, pendant qu'on fait l'exercice, pendant qu'on fait des pompes par exemple, c'est normal à un moment de sentir que ça fait mal. Mais après, on peut s'arrêter tout de suite ou pas. Après, c'est personnel. Mais... Bon, et juste dans la série des accessoires aussi, moi, parce qu'en ce moment, je suis bombardé de ça avec les algorithmes sur les réseaux, les bureaux debout. Ah moi, je trouve que c'est super. Ça, c'est bien? Ah oui. On est plutôt fait pour être debout. Quand on est debout, on est tonique. Le système nerveux, il est en vigilance. Quand on fait une pause, c'est là où, par contre, c'est bien de pouvoir s'allonger, de se poser. Et je pense qu'il vaut mieux travailler comme ça, ouais. Après, tout le monde, on a tous des corps particuliers. Hein. Mais même, il y a un patient qui a des problèmes de retour veineux. Et il a mis un tapis de marche devant son bureau. Exact. Et il marche quand il est en réunion. Il va mieux. Il va nettement mieux que quand il était assis, avec tous les blocages de retour veineux que la position assise peut générer. Ouais. Ça, c'est pareil. On entend tout et son contraire sur le fait de courir ou de marcher. Beaucoup de gens disent c'est une aberration de courir. Ceux qui vous disent voilà, attention, le footing, etc. Ou c'est pas très bon pour les articulations, c'est pas très bon pour ceci, c'est pas très bon pour ça. Ça cela. les renforce. Puis il y en a d'autres qui vous disent si vraiment vous voulez avoir de l'efficacité, faites une marche rapide. Et puis il y en a d'autres qui vous disent non, faites une marche avec avec un tapis légèrement en gravité. Bon, c'est difficile de s'y retrouver parfois. Mais il faut expérimenter pour soi, pour savoir ce qui est juste. Après, si vous voulez commencer la course à pied, c'est bien de faire de la marche rapide, de faire du fractionné pour muscler. Et une fois que vous êtes musclé, vous pouvez courir. Voilà, tout est une histoire de progressivité, quoi, et de dose. J'y suis pas encore. Mais je veux y mettre. Merci beaucoup, Geoffrey. Merci infiniment. Merci, Marc. Alors, on va mettre autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec Geoffrey. Alors, il faut venir chez vous. À Lyon, ouais. Il faut venir à Lyon. Voilà, dans je suis en plein centre-ville. En plein centre-ville, et vous pourrez visiter Lyon, évidemment, et en profiter, parce qu'il y a toujours une très bonne gastronomie à Lyon, comme d'habitude. Oui, et puis je vais tâcher de faire un annuaire aussi des personnes que j'ai formées aux soins des cicatrices, pour que tout le monde n'ait pas besoin de se déplacer. Parfait. Merci à tous. Vous commentez avec bienveillance, prenez soin de vous, et vous voyez qu'il y a des solutions lorsque vous avez parfois des cicatrices qui peuvent non seulement vous sembler douloureuses, mais qui sont aussi parfois disgracieuses, et on a souvent tendance à vouloir les cacher, on a souvent tendance à se dire « Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ce truc qui est assez encombrant ?» Quel que soit l'endroit où il se trouve sur la partie de votre corps, vous voyez qu'on peut peut-être soulager d'une autre manière avec l'approche de Geoffrey. Et c'est vrai que l'esthétique, on n'en a pas parlé, mais vrai, ça améliore aussi l'esthétique, évidemment. Oui, c'est super important, clairement. Oui. Merci beaucoup. Merci Marc. Commentez donc, et on se retrouve très vite quant à nous pour une prochaine rencontre. Merci à tous.